Le téléphone de mon mari a sonné. Je l'ai ramassé, pensant que c'était du travail. Une femme a murmuré, « Tu as encore laissé tes sous-vêtements ici. » Je n'ai rien dit. Elle a gloussé, « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. » La nuit dernière était inoubliable. J'ai terminé l'appel rapidement. La voix? Ce n'était pas une inconnue. Le téléphone de Kevin a sonné au pire moment possible, ou peut-être au meilleur moment, selon la façon dont on voit les choses. Il était sous la douche. Je préparais son petit déjeuner et j'ai décroché automatiquement, comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. Le nom du bureau s'affichait sur l'identifiant de l'appelant, donc j'attendais Patricia ou peut-être Gary avec une crise matinale. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix de Denise Hartwell, haletante et intime, parlant de sous-vêtements et de nuits inoubliables. La femme que j'avais considérée comme mon amie confessait sa passion pour mon mari, pensant lui parler. Alors que ces mots peignaient un tableau vif de leur liaison, j'ai réalisé que mon mariage parfait était un mensonge soigneusement construit. « Tu as encore laissé tes sous-vêtements ici » a-t-elle ronronné, et mon sang s'est transformé en eau glacée. Cet accent du Sud distinctif appartenait à la femme qui s'était assise à mes côtés lors de dîners pendant les 3 dernières années, qui avait admiré mes desserts faits maison et demandé des recettes. Denise Hartwell, l'élégante épouse de Gary, la femme que j'avais sincèrement commencé à considérer comme une amie. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi », a-t-elle continué, sa voix épaisse de désir. Mes doigts aux ongles vernis de fleurs ont serré le téléphone plus fort. En arrière-plan, j'entendais la version fausse de Kevin d'une chanson pop résonner depuis notre chambre principale. Le même air qu'il fredonnait depuis des semaines. Le son qui me faisait habituellement sourire sonnait maintenant comme des clous sur un tableau noir. La nuit dernière était inoubliable, a murmuré Denise, suivi de ce léger gloussement que j'avais entendu d'innombrables fois lors de dîners aux chandelles et d'événements d'entreprise. J'ai raccroché avec des doigts qui semblaient déconnectés de mon corps, reposant le téléphone de Kevin sur le comptoir en granit comme s'il allait exploser. La lumière du soleil du matin traversant nos fenêtres en bail semblait soudainement dure et révélatrice. Notre cuisine rénovée, dont l'achèvement nous avait pris 2 ans et qui représentait tout ce que nous avions construit ensemble, ressemblait maintenant à un décor de film élaboré où j'avais joué le rôle de la femme heureuse. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager des histoires sur les femmes qui refusent de rester silencieuses lorsqu'elles sont trahies. Si vous pensez que la confiance rompue mérite des conséquences, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de femmes qui ont besoin d'entendre cela. Voyons maintenant comment la vengeance d'Angela se déroule. Les mardis matins avaient toujours été notre moment. Kevin sortait de sa douche à 7h30 précise, et j'avais son café prêt à la température exacte, 2 sucres, 1 trait de crème. Il me lisait les principaux articles du Wall Street Journal pendant que je préparais son déjeuner. Nos rythmes domestiques si parfaitement chorégraphiés que les amis plaisantaient souvent sur notre routine de vieux couple marié. 20 ans que nous perfectionnions cette danse. 20 ans depuis ce cours de chimie à State University, où Kevin était mon partenaire d'études, tout en lunettes épaisses et énergie nerveuse, rougissant chaque fois que le professeur Martinez l'interrogeait. J'avais trouvé son regard sincère et maladroit attachant. La façon dont il bégayait en expliquant les structures moléculaires pendant que je corrigeais ses calculs avec une douce patience. Notre premier baiser s'était produit juste là, dans le bâtiment du laboratoire, entouré de l'odeur stérile du formaldéhyde et du bourdonnement des lumières fluorescentes. Kevin expliquait les liaisons covalentes quand je me suis penché et les embrassé, goûtant du café et de l'incertitude sur ses lèvres. Meilleure leçon de chimie jamais donnée, avait-il murmuré ensuite, et j'avais ri de son jeu de mots terrible tout en tombant complètement amoureuse. Les photos de vacances aimantées sur notre réfrigérateur ont attiré mon regard. Kevin et moi sur la plage à Santorin il y a à peine 3 mois, son bras autour de ma taille alors que nous regardions le coucher de soleil peindre le ciel de nuances impossibles d'orange et de rose. Son sourire sur cette photo semblait sincère. Ses yeux plissaient de ce que je croyais être un pur contentement. Nous avions fait l'amour cette nuit-là dans notre chambre d'hôtel donnant sur la mer Égée. Et il avait murmuré qu'il se sentait l'homme le plus chanceux du monde. Pensait-il à elle, même alors? Je me suis forcé à continuer notre routine matinale, mes mains effectuant des mouvements familiers pendant que mon esprit se déchaînait. La cafetière gargouillait en finissant de préparer sa torréfaction noire préférée, un mélange spécial d'un torréfacteur local qui coûtait 2 fois ce que nous avions l'habitude de dépenser. Mais Kevin avait développé des goûts coûteux à mesure que son salaire augmentait. J'ai beurré son pain de blé exactement comme il l'aimait. Croûte retirée, coupée en diagonale, comme sa mère avait l'habitude de le faire.
Tout dans notre cuisine racontait l'histoire d'un couple qui se connaissait intimement. Les casseroles en cuivre accrochées au râtelier que Kevin avait installé lui-même, jurant colorément alors qu'il luttait avec la quincaillerie de montage. Le jardin d'herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre que j'avais planté pour qu'il ait du basilic frais pour sa célèbre sauce aux pâtes du week-end. La machine à expresso coûteuse sur laquelle nous avions craqué pour notre 15e anniversaire, plaisantant sur le fait qu'elle coûtait plus cher que notre première voiture. Mais maintenant, j'ai remarqué des choses qui avaient échappé à mon attention auparavant. Quand le coûteux parfum était-il apparu dans notre salle de bain? Kevin avait toujours été pratique en matière de toilettage, utilisant le même après-rasage de pharmacie pendant des années. La bouteille noire et élégante qui occupait maintenant une place de choix du côté de son lavabo était certainement nouvelle. Un cadeau d'une cliente, avait-il dit quand je lui avais posé la question il y a des mois. Quelle cliente? Ou plutôt, quelle épouse de cliente? La carte d'adhésion à la salle de sport que j'ai découverte en cherchant de l'argent dans son portefeuille la semaine dernière a soudainement pris une nouvelle signification. Kevin n'avait jamais été axé sur le fitness, préférant les livres aux haltères, les dégustations de vin aux séances d'entraînement, mais son corps avait changé au cours des 6 derniers mois. Plus mince, plus défini comme un homme qui avait redécouvert sa jeunesse. La douche à l'étage s'est arrêtée avec un bruit métallique. Kevin sortirait dans exactement 3 minutes, une serviette autour de sa taille fine, me demandant mon emploi du temps pour la journée pendant que je récitais ses rendez-vous par cœur. Nous avions maintenu cette routine à travers les changements d'emploi, les décès de proches, le stress financier, et tous les autres défis qui avaient testé notre mariage au cours des 2 dernières décennies. Mais ce matin semblait différent. Ce matin, je savais que notre routine était de l'art performatif, et j'étais la seule à ne pas savoir que je jouais. Le téléphone de Kevin était posé innocemment à côté du journal, son écran noir reflétant les lumières de la cuisine comme un miroir sombre. Combien d'autres appels avaient traversé cet appareil? Combien de conversations intimes avait-il partagées avec Denise pendant que j'étais dans la pièce d'un accent grave côté, préparant ses repas et gérant sa vie avec une efficacité dévouée? L'ironie amère ne m'a pas échappé. J'avais été la parfaite femme d'affaires, assistant à toutes les fonctions de l'entreprise, me souvenant du nom de chaque collègue, soutenant la carrière de Kevin avec un dévouement indéfectible. J'avais sympathisé avec Denise lors de ces mêmes événements, partageant des histoires sur la solitude d'être mariée à des hommes ambitieux qui voyageaient fréquemment pour affaires. Elle avait semblé si sincère lors de nos conversations à la retraite du Lécouse le mois dernier, posant des questions réfléchies sur mon travail de graphiste indépendante et suggérant que nous collaborions sur un projet pour le matériel de marketing de l'entreprise. Nous avions parlé des défis de maintenir nos propres identités tout en soutenant les ambitions de nos maris, partageant le genre de conversation intime qui m'avait fait croire que j'avais enfin trouvé une vraie amie dans le cercle des femmes d'affaires. Quelle performance magistrale cela avait été. J'ai monté les escaliers menant à notre chambre sur des jambes instables. Le téléphone de Kevin serré dans ma main comme une preuve d'un crime que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Le poids familier de celui-ci semblait étranger maintenant, contaminé par des secrets que je n'avais jamais imaginés. Notre chambre, le sanctuaire où nous avions partagé nos moments les plus intimes pendant 15 ans. Soudain, elle a semblé être un territoire ennemi. Je me suis effondré sur notre lit king size et j'ai essayé de traiter la réalité impossible. Denise Hartwell avait couché avec mon mari. L'élégante femme qui avait complimenté ma cuisine lors de dîner, qui avait demandé la recette de la tarte aux pommes de ma grand-mère, qui avait semblé sincèrement intéressée par mon travail de graphiste indépendante. Elle avait mené une double vie aussi élaborée que celle de Kevin. Chaque interaction que nous avions partagée au cours de la dernière année semblait maintenant contaminée par la tromperie. Ces questions enthousiastes sur l'emploi du temps de Kevin déguisées en curiosité amicale sur la vie d'entreprise. La façon dont elle s'était positionnée à côté de lui lors des photos de groupe aux événements d'entreprise, sa main reposant négligemment sur son bras pendant que je me tenais à l'insu de son autre côté. Sa suggestion que nous planifions une escapade romantique en couple l'année prochaine, des vacances qui lui auraient donné, à elle et à Kevin, un accès facile l'un à l'autre pendant que Gary et moi resterions complètement inconscients. La nausée m'a frappé par vagues. Je m'étais confié à cette femme sur mes peurs de vieillir, sur le sentiment d'invisibilité dans un monde obsédé par la jeunesse, sur la solitude d'être marié à un homme dont le travail absorbait la majeure partie de son attention. Elle avait écouté avec une sympathie apparente, offrant des assurances sur ma valeur et ma beauté, tout en me volant activement le mari que j'avais peur de perdre à cause du temps et de la familiarité. Ses compliments sur l'esprit vif de Kevin dans les affaires lors des dîners semblaient soudain des recherches d'informations calculées. Elle avait posé des questions détaillées sur ses projets, son emploi du temps de voyage,
ses responsabilités chez Hartwell Industries. J'avais été fier de partager ses réalisations, sans jamais suspecter qu'elle utilisait mes propres mots pour planifier leurs réunions secrètes. Même ses choix vestimentaires semblaient stratégiques maintenant. La robe décolletée vert émeraude qu'elle avait portée à la fête d'anniversaire de Gary, attirant l'attention de Kevin alors qu'il complimentait son apparence tuning juste devant moi. Le parfum coûteux qui flottait dans l'air chaque fois qu'elle me serrait dans ses bras pour me dire au revoir, une odeur que mon mari connaissait probablement intimement de leur rencontre à l'hôtel. Le bruit des pas de Kevin sur les escaliers en bois dur m'a ramené à la réalité immédiate. Il sortirait de la salle de bain dans quelques instants, une serviette enroulée autour de sa taille, me demandant mon emploi du temps pour la journée, tandis que je récitais ses rendez-vous par cœur. La routine qui avait autrefois ressemblé à une chorégraphie intime se profilait maintenant devant moi comme une performance que je n'étais pas sûr de pouvoir exécuter. « Salut ma chérie », la voix de Kevin s'est échappée du cadre de la porte de la salle de bain, joyeuse et inconsciente. Qui était au téléphone tout à l'heure? J'ai forcé mon expression à devenir neutre, reconnaissante qu'il ne puisse pas voir mes mains trembler. Fausse ligne. Une femme confuse cherchait le bureau de son mari. L'ironie de mon mensonge m'a brûlé la gorge. Une femme confuse cherchant son mari. À quel point c'était désastreusement exact. Kevin est apparu dans le cadre de la porte de la chambre, des gouttelettes d'eau s'accrochant encore à sa poitrine, attrapant la chemise bleue que j'avais sortie du pressing hier. Je l'ai regardé avec des yeux complètement nouveaux, étudiant le corps que j'avais connu intimement pendant 2 décennies. Quand ses épaules sont-elles devenues si larges? Quand ces lignes définies sont-elles apparues sur son abdomen, la carte de gym? Kevin ne s'était jamais intéressé au fitness au-delà de nos promenades occasionnelles du week-end, préférant les dégustations de vin aux entraînements, les poursuites intellectuelles au physique. Mais quelque part au cours des 6 derniers mois, il avait transformé son corps avec une discipline qui suggérait qu'il impressionnait quelqu'un en particulier. « Tu as l'air bien », j'ai réussi à dire le compliment, haïssant la facilité avec laquelle il est venu. Kevin a souri, le même sourire tordu qui m'avait fait tomber amoureuse de lui dans ce laboratoire de chimie universitaire. Merci. Je me sens plus énergique ces derniers temps. Peut-être que ce sont tous ces entraînements matinaux. Des entraînements dont il ne m'avait jamais parlé, dans une salle de sport que j'avais découverte par hasard. Il a choisi sa montre, la Rolex coûteuse que je lui avais offerte pour notre 15e anniversaire, économisant pendant des mois pour m'offrir la surprise qui était censée symboliser notre engagement durable. La montre qui semblait maintenant être un accessoire dans sa tromperie élaborée. Assez cher pour impressionner sa maîtresse lors de leur rencontre clandestine. Grosse journée, a dit Kevin, ajustant sa cravate avec une précision habituée. Gary veut discuter du comte Peterson. Et j'ai ce dîner client ce soir. Un autre dîner client, le 3e de la semaine. Le calendrier de mon mari était de plus en plus rempli d'obligations en soirée qui le retiraient commodément de la maison, loin de moi, loin de la vie domestique que nous étions censés avoir construite ensemble. Quel client, ai-je demandé, le testant. Morrison Industries. Leur directeur financier n'est en ville qu'une nuit. La vie coulait si bien, j'y croyais presque moi-même. Presque. Kevin se déplaçait dans notre chambre avec la confiance d'un homme qui croyait ses secrets en sécurité, choisissant ses vêtements avec un soin qui suggérait qu'il s'habillait pour quelqu'un dont l'opinion comptait. Quand a-t-il commencé à se soucier autant de son apparence? Quand notre mariage est-il devenu secondaire à sa routine de toilettage? N'oublie pas, nous avons dîné avec Gary et Denise ce week-end, a-t-il dit, redressant son col dans notre miroir de commode. Mon estomac s'est noué à la mention de leur nom ensemble, mais j'ai réussi à sourire avec enthousiasme. J'ai hâte. Denise a mentionné qu'elle avait trouvé un nouveau restaurant qu'elle voulait essayer. Le reflet de Kevin a rencontré mes yeux dans le miroir pendant juste un instant, et j'ai scruté son visage à la recherche de tout signe de culpabilité ou de reconnaissance. Rien. Il semblait sincèrement peu préoccupé, soit parce qu'il était un menteur exceptionnel, soit parce qu'il croyait vraiment que sa tromperie était infaillible. Elle a bon goût, a dit Kevin, et le double sens m'a donné la chair de poule. Il m'a embrassé le front avant de descendre. Son parfum, ce parfum cher et inconnu persistant dans l'air comme une preuve de sa transformation. J'ai écouté ses pas dans les escaliers, le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait, sa BMW qui sortait de notre allée, les mêmes sons qui avaient marqué le début de mes journées de travail solitaire pendant des années. Mais ce matin, il ressemblait à une marche funèbre pour tout ce que j'avais cru de ma vie. Seul dans notre chambre, j'ai tenté de revenir à la normale, mais mon corps avait d'autres plans.
Mes mains tremblaient si violemment que je ne pouvais pas tenir ma tasse de café sans la renverser. Des tâches simples comme faire le lit sont devenues des exercices de concentration frustrés alors que le Draus glissait de mes doigts tremblants. La routine familière de ranger le côté de Kevin de l'armoire, de raccrocher la serviette qu'il laissait tomber, d'organiser les cravates qu'il avait rejetées, ressemblait à s'occuper des biens d'un étranger. J'ai aperçu mon reflet dans notre miroir pleine longueur et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Mon visage semblait émacié, mes yeux écarquillés de choc qui ne s'étaient pas encore cristallisés en colère. À 41 ans, j'avais toujours été confiante quant au vieillissement avec élégance, en sécurité dans l'affection et l'attirance constante de Kevin. Mais maintenant, je me retrouvais à cataloguer chaque ride autour de mes yeux, chaque fil d'argent dans mes cheveux bruns foncés, me demandant si ces signes naturels du temps avaient poussé mon mari dans les bras d'une autre femme. N'étais-je plus suffisante? Étais-je devenue si familière, si prévisible qu'il avait eu besoin du frisson de la passion interdite pour se sentir vivant? Les questions tournaient sans relâche, chacune plus profonde que la précédente. La nourriture est devenue impossible. J'avais préparé le petit déjeuner préféré de Kevin par habitude. Mais quand j'ai essayé de manger les restes de pancakes, ils avaient un goût de carton mélangé à de la cendre. Même l'eau semblait étrangère dans ma bouche, comme si mon corps rejetait tout ce qui était familier comme potentiellement contaminé. Le sommeil s'est avéré tout aussi insaisissable. Cette nuit-là, j'ai été allongé à côté de Kevin alors qu'il respirait paisiblement, sa présence dans notre lit semblait étrangère et menaçante. Chaque petit bruit qu'il faisait, le doux sifflement de l'air à travers son nez, le bruissement des draps lorsqu'il changeait de position, semblait amplifié dans l'obscurité. Je me suis retrouvé à étudier son visage endormi, à la recherche de signes de l'étranger qui me trompait quotidiennement. Le téléphone fixe a sonné exactement à 20h30 ce soir-là, juste au moment où je prétendais lire pendant que Kevin se douchait avant son prétendu dîner client. Le nom d'Emma est apparu sur l'identifiant de l'appelant, et j'ai répondu avec une gratitude désespérée pour toute distraction de mes pensées spirales. Angela, la voix d'Emma portait une gravité inhabituelle qui m'a immédiatement mise en alerte. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier, à ton air différent ces derniers temps. Je vais bien, ai-je dit automatiquement. Mais les mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Non, tu n'es pas. Emma avait toujours possédé une capacité étonnante à percer mes façades protectrices, un talent qui m'avait à la fois réconforté et frustré tout au long de nos vies. Écoute, je dois te dire quelque chose, Mélissa. Mon amie qui travaille en comptabilité chez Hartwell, elle me pose des questions prudentes sur toi et Kevin. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelle question? Emma a hésité et j'ai pu l'imaginer se mordant la lèvre inférieure comme elle le faisait lorsqu'elle luttait avec des vérités difficiles. Elle a remarqué des choses au bureau. Kevin a été vu en ville avec des associés à des heures étranges. Des restaurants qui semblent plus romantiques que professionnels, des hôtels pendant ce qui devrait être des heures normales de travail. La façon prudente dont elle choisissait ces mots signifiait qu'elle essayait de me préparer à des nouvelles dévastatrices sans être celle qui donnerait le coup de grâce. Mais je savais déjà ce qu'elle tournait autour. La question qui me terrifiait était, combien de temps d'autres personnes avaient-elles été au courant de la tromperie de Kevin pendant que je restais complètement ignorante? Emma, ai-je dit doucement, ma voix à peine audible. Combien de temps les gens ont-ils parlé? Combien de temps ai-je été le sujet de conversations chuchotées et de regards de pitié tout en vivant dans une ignorance totale? Je ne sais pas, a admis Emma, sa voix plus douce maintenant. Mélissa a d'abord mentionné avoir vu Kevin à ce nouveau steakhouse du centre-ville il y a environ 6 semaines. Il était avec une femme, mais c'était pendant les heures de bureau, alors elle pensait que c'était peut-être légitime. Mais ensuite, elle les a revus au bar du Marriott mardi après-midi dernier, et leur langage corporel était. Elle a traîné, incapable de finir la phrase qui confirmerait mes pires craintes. Au minimum 6 semaines. La liaison de Kevin était de notoriété publique parmi ses collègues depuis 6 semaines, pendant que je jouais l'épouse dévouée, que je lui préparais ses déjeuners et que je repassais ses chemises, et que je croyais tous les mensonges qu'il m'avait racontés sur son travail tardif. Après le départ d'Emma, promettant de rappeler si elle entendait autre chose, je me suis assise dans ma maison vide et j'ai senti les murs se refermer sur moi. Kevin ne rentrerait pas avant 23 heures. En supposant qu'il soit effectivement à un dîner client et non dans une chambre d'hôtel avec Denise, l'idée d'attendre 6 heures son retour, de prétendre que tout était normal quand il franchirait notre porte, semblait impossible. C'est là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. L'ordinateur portable de Kevin était fermé sur le comptoir de la cuisine, au même endroit où il l'avait laissé tous les matins depuis 1 an.
Il avait récemment commencé à le protéger par mot de passe, prétendant que c'était une nouvelle politique de l'entreprise pour la sécurité des données. Mais Kevin avait toujours été prévisible avec les mots de passe, utilisant les mêmes combinaisons pour tout, de notre compte Netflix à son adhésion à la salle de sport. J'ai ouvert l'ordinateur portable argenté avec des mains qui avaient arrêté de trembler, remplacées par quelque chose de plus froid et de plus concentré. L'invite de mot de passe est apparu, le curseur clignotant de manière attendue. J'ai tapé la date de notre anniversaire, le 15 juin 2004, et j'ai retenu ma respiration. Accès accordé. L'historique du navigateur s'est chargé comme une feuille de route vers l'enfer. Réservation d'hôtel dans des lieux boutiques que je n'avais jamais entendus. Réservation de dîner pour 2 dans des restaurants que Kevin n'avait jamais mentionnés. Des endroits au nom romantique comme Candlelight Bistro et le Jardin Secret. Des livraisons de fleurs en ligne à une adresse dans la rue Elm qui ne me disait rien. Chaque entrée était horodatée, créant une chronologie de tromperie qui remontait à 8 mois. 8 mois. Pendant que je planifiais notre voyage d'anniversaire en Italie, Kevin construisait une vie entièrement distincte avec une autre femme. J'ai capturé des captures d'écran de tout avec une précision méthodique, mon choc émotionnel se transformant en une concentration analytique froide. Les relevés de cartes de crédit peignaient une image encore plus détaillée. Des frais de lingerie dans des boutiques chères, des achats dans des bijouteries pendant ses pauses déjeuner, des soins spa pour 2 dans des complexes hôteliers de luxe. Notre compte d'épargne commun avait financé une romance élaborée dont je n'avais jamais fait partie. Mais ce sont les enregistrements financiers plus profonds qui m'ont donné le sang-froid. Caché dans un dossier banalement intitulé « Documents fiscaux », Kevin avait toujours été de façon risible peu imaginatif dans ses tromperies, j'ai trouvé des feuilles de calcul qui n'avaient rien à voir avec nos finances personnelles. Ces documents détaillaient des paiements provenant d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. Premier Consulting Solutions Stratégiques Développement LLC, Pinnacle Advisory Service. Le nom semblait assez professionnel, mais lorsque je les ai recherchés en ligne, ils semblaient n'exister que sur papier. Les factures montraient que Hartwell Industries payait ces sociétés fictives pour des services de conseil qui semblaient délibérément vagues. Planification stratégique, consultation, services d'analyse de marché, session de conseil exécutif. Chaque facture portait la signature de Kevin en tant qu'officier d'approbation, approuvant des paiements allant de $15 000 à $50 000 par transaction. Les montants étaient stupéfiants. Au cours de la dernière année, près d'un demi-million a transité de l'entreprise de Gary vers ces sociétés fictives, puis a disparu dans des comptes que je ne pouvais pas retracer. La liaison de Kevin n'était pas seulement une trahison personnelle. C'était un vol systématique de l'homme qui lui avait tout donné. Mes mains se sont déplacées sur le clavier avec une urgence croissante, suivant des traces numériques qui menaient à des découvertes encore plus choquantes. Numéro de routage bancaire qui remontait à des institutions offshore. Confirmation de virement vers des comptes aux îles Caïmans. Des fichiers protégés par mot de passe qui m'ont pris 3 tentatives pour cracker en utilisant des variations de dates importantes de la vie de Kevin jusqu'à ce que je trouve la combinaison qui a débloqué ses secrets les plus profonds. Les enregistrements bancaires offshore m'ont fait halter auditivement dans notre cuisine silencieuse. Un compte portant les noms de Kevin et Denise affichait un solde qui défiait la compréhension. Plus de $800 000 accumulés en seulement 12 mois. L'historique des transactions révélait des transferts systématiques des sociétés fictives. L'argent qui provenait des sociétés fictives et avait été blanchi par plusieurs comptes avant d'atterrir dans ce paradis des voleurs des Caraïbes. Ce n'était pas juste une liaison financée par des dîners et des chambres d'hôtel volées. C'était un stratagème d'embauche élaboré utilisant la relation romantique de Kevin et Denise comme couverture parfaite. Qui soupçonnerait la femme du patron de son mari d'être sa partenaire criminelle? Qui penserait à rechercher des crimes financiers cachés sous une trahison passionnée? L'ampleur de leur tromperie était à couper le souffle. Ils ont transformé leur liaison en un modèle économique, utilisant leur position de confiance au sein de l'entreprise de Gary pour le voler systématiquement. Chaque rencontre intime avait été financée par de l'argent volé. Chaque confession d'amour murmurée avait été payée par des fonds détournés. Leur passion était littéralement criminelle. Mon téléphone a vibré avec un message. Encore Emma, puis-je venir? Je pense qu'on doit parler en personne. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, portant 2 tasses de café de mon café préféré du centre-ville et portant l'expression inquiète qu'elle avait perfectionnée pendant nos enfances chaque fois que je me mettais dans une situation difficile qui nécessitait une intervention de sœur. Je n'ai pas été complètement honnête au téléphone, a dit Emma, s'installant dans notre coin petit déjeuner où Kevin et moi avions partagé des milliers de repas. Mélissa n'a pas simplement mentionné avoir vu Kevin en ville par hasard.
Elle posait activement des questions parce qu'elle a remarqué des divergences dans les livres de compte de l'entreprise. Mon café est devenu froid alors qu'Emma révélait l'étendue de ses connaissances. Son amie Mélissa menait sa propre enquête informelle, traquant les modèles inhabituels dans les registres financiers de Hartwell Industries, les paiements à des fournisseurs qui ne pouvaient pas être vérifiés, les honoraires de conseil qui semblaient excessifs pour les services prétendument fournis. Les signatures sur les factures qui ne correspondaient pas aux modèles d'approbation normaux. Elle pense que quelqu'un vole dans l'entreprise, a dit Emma à voix basse. Et le nom de Kevin apparaît toujours sur les documents d'autorisation. La révélation que d'autres avaient suspecté une activité criminelle alors que je m'inquiétais de problèmes conjugaux semblait surréaliste. Je me concentrais sur la mauvaise trahison entièrement. Pendant que je cataloguais les signes d'infidélité, Kevin commettait des crimes graves qui pouvaient détruire non seulement notre mariage, mais tout l'empire commercial de Gary. Il y a autre chose, a dit Emma, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Mélissa a vu Kevin et Denise ensemble la semaine dernière dans ce nouvel hôtel du centre-ville. Celui avec les suites penteuses qui coûtent plus par nuit que la plupart des gens ne gagnent en un mois. Le dernier élément du puzzle s'est mis en place. Kevin et Denise ne faisaient pas que tromper. Ils vivaient comme des rois avec de l'argent volé, finançant leur passion avec des fonds détournés, pendant que leurs conjoints restaient complètement inconscients de la trahison personnelle et financière. J'ai regardé ma sœur à travers la table de notre cuisine, cette femme qui avait essayé de me protéger d'une vérité que je commençais à peine à comprendre et j'ai réalisé que ma vie parfaite n'était pas seulement bâtie sur des mensonges. Elle avait été construite sur des crimes. La réalisation s'est assise dans ma poitrine comme une pierre alors que je fixais les preuves étalées sur ma table de cuisine. Relevés bancaires, capture d'écran, dossiers financiers, suffisamment de documentation pour détruire à la fois mon mariage et l'entreprise de Gary. Mais détruire ne suffisait plus. J'avais besoin de justice. J'avais besoin d'un allié qui ait le pouvoir de faire payer Kevin et Denise pour ce qu'ils nous avaient volé à tous les deux. Gary Hartwell avait bâti son entreprise à partir de rien. Commençant dans un bureau exigu au-dessus d'une charcuterie il y a 30 ans et la développant pour en faire l'une des entreprises les plus respectées de la ville. Il valorisait la loyauté avant le profit, gardant souvent des employés sous-performants parce qu'il croyait aux secondes chances. Il avait donné à Kevin cette promotion cruciale il y a 5 ans, non pas en raison de qualifications supérieures, mais parce qu'il lui faisait entièrement confiance. Maintenant, son employé le plus fiable et sa femme bien-aimée détruisaient systématiquement tout ce qu'il avait construit. J'ai passé le week-end à organiser mes preuves avec la précision méthodique d'un procureur préparant un procès. Les registres financiers ont été classés dans un dossier, les reçus d'hôtel et les charges de restaurant dans un autre, les informations bancaires offshore dans un troisième. Dimanche soir, j'avais suffisamment de documentation pour envoyer Kevin et Denise en prison fédérale pour détournement de fonds, fraude électronique et blanchiment d'argent. Mais j'avais besoin de quelqu'un ayant l'autorité d'une entreprise pour agir sur ces informations. Quelqu'un qui pourrait s'assurer que Kevin et Denise feraient face à des conséquences à la hauteur de l'ampleur de leurs crimes. Lundi matin, je me suis habillé avec un soin délibéré. Le tailleur bleu marine que j'avais porté lors de notre dernier dîner d'anniversaire. Les perles que Kevin m'avait offertes pour Noël. La confiance que j'avais acquise au fil des années d'événements d'entreprise où j'avais joué le rôle de l'épouse de soutien. Mais cette fois, je jouais pour d'autres enjeux. Hartwell Industries occupait 15 étages de la tour commerciale la plus prestigieuse de la ville. Son hall de marbre brillait sous des lustres en cristal qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures des gens. J'étais venu ici des dizaines de fois pour des fonctions d'entreprise, mais jamais en tant qu'autre chose que l'épouse de Kevin. Ce matin, j'ai franchi ces portes vitrées avec une détermination qui m'a transformé de décoration en menace. Patricia, l'assistante de Gary depuis une décennie, a levé les yeux de son ordinateur avec une politesse professionnelle qui s'est transformée en confusion lorsqu'elle m'a reconnu. Madame Mitchell, quel plaisir de vous voir. Êtes-vous ici pour Kevin? Je dois voir Gary. C'est à propos de Denise et des fonds manquants. Le masque professionnel de Patricia a glissé pendant une fraction de seconde, suffisamment longtemps pour que je saisisse le scintillement de reconnaissance dans ses yeux. Il savait. Bien sûr, elle savait. L'assistante de Gary serait au courant des irrégularités financières, des modèles inhabituels, des transactions suspectes. Son expression prudente a confirmé mon soupçon que les commérages de bureau avaient circulé à propos de problèmes que j'avais été trop naïf pour imaginer. Je vais voir si Monsieur Hartwell est disponible, a-t-elle dit, atteignant son téléphone avec des doigts qui n'étaient pas tout à fait stables. 5 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau d'angle de Gary,
20 étages au-dessus de la ville, observant le monde d'un homme s'effondrer en temps réel. Gary m'a toujours rappelé mon père. Cheveux argentés distingués, yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique, l'attitude de quelqu'un qui avait gagné le respect grâce à des décennies de travail honnête. Le bureau reflétait sa personnalité. Meubles en chêne massif encadrant des photos de jalons de l'entreprise, pris pour service communautaire et éthique commerciale. Angela, a-t-il dit chaleureusement, se levant de derrière son imposant bureau. Quelle agréable surprise. Du café? J'ai refusé en secouant la tête, posant mon téléphone sur son bureau poli comme si je posais une grenade. Avant de discuter des preuves financières que j'ai découvertes, vous devez entendre quelque chose. La chaleur paternelle de Gary a vacillé de confusion, mais il s'est rassied dans sa chaise avec la patience d'un homme habitué à gérer les crises. J'ai appuyé sur le play de l'enregistrement que j'avais fait de l'appel de Denise. Le volume ajusté pour que ses confessions intimes remplissent son élégant bureau avec une clarté cristalline. Tu as encore laissé tes sous-vêtements ici. La voix de Denise a ronronné à travers le haut-parleur. Le visage de Gary est devenu livide, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise en cuir. Je ne peux pas arrêter de penser à toi, a continué sa voix, son gloussement résonnant contre les murs en acajou. J'ai regardé 20 ans de confiance s'effondrer dans les yeux de Gary alors que la voix de sa femme peignait un tableau vif de rencontres passionnées avec mon mari. Quand l'enregistrement a atteint la nuit dernière était inoubliable, Gary a vieilli d'une décennie en quelques secondes. Ses traits distingués s'effondrant alors que l'ampleur de la trahison personnelle enregistrait. Le silence qui a suivi était profond. Gary a fixé mon téléphone comme s'il pouvait offrir une explication qui donnerait un sens à ce qu'il venait d'entendre. Quand il a enfin parlé, sa voix n'était qu'un murmure. Depuis combien de temps? Je ne sais pas encore, ai-je admis, faisant glisser le dossier des preuves financières sur son bureau. Mais ce n'est pas juste une liaison, Gary. Il te vole. Il a étudié les documents avec la concentration d'un homme dont toute compréhension de la réalité était en train d'être réécrite. Relevé bancaire montrant des transferts non autorisés. Facture de services de société qui n'existaient que sur papier. Enregistrement de comptes offshore portant leurs deux noms. Les preuves étaient accablantes, indéniables et dévastatrices. 800 000 $, a finalement dit Gary, sa voix creuse d'incrédulité. Ma propre femme, mon employé le plus fiable. J'ai observé sa transformation se produire en temps réel. Le choc initial cédant la place à la rage, puis s'installant dans quelque chose de bien plus dangereux. Le genre de calcul froid qui avait construit un empire commercial et ne permettrait pas que cet empire soit détruit de l'intérieur. Que proposez-vous que nous fassions, a-t-il demandé, et j'ai reconnu un esprit Kindred dans sa fureur contrôlée. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier leur destruction avec la précision méthodique de stratèges militaires. Gary commanderait discrètement une enquête médico-légale, utilisant son autorité d'exécution pour examiner les livres de l'entreprise sans déclencher de suspicion. Je continuerai à jouer l'épouse inconsciente, rassemblant des preuves supplémentaires à la maison tout en maintenant la façade qui gardait Kevin à l'aise et insouciant. Il se croit intouchable, a dit Gary, étudiant les enregistrements bancaires offshore avec dégoût. Ils utilisent leur liaison comme camouflage pour le vol, mais la passion rend les gens stupides, trop confiants. Il avait raison. Kevin et Denise étaient devenus tellement à l'aise dans leur tromperie qu'ils étaient devenus imprudents, laissant des traces numériques que n'importe quel enquêteur compétent pourrait suivre. Leur histoire d'amour était devenue leur faiblesse. Nous ne pouvons pas les confronter émotionnellement, a continué Gary. Son esprit d'affaires prenant le contrôle. Cela ne ferait que leur donner le temps de cacher des actifs et de détruire des preuves. Nous devons construire un dossier juridique inattaquable qui assure leur destruction complète et permanente. Le mot « destruction » a flotté entre nous, lourd de buts partagés. Il ne s'agissait pas de guérir nos mariages ou de chercher des conseils ou l'une des réponses conventionnelles à l'infidélité. Il s'agissait de justice, de leur faire payer pour des crimes qui allaient bien au-delà des vœux brisés. En quittant le bureau de Gary cet après-midi-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la découverte de la trahison de Kevin. Le contrôle. Pour la première fois depuis des jours, j'avais un plan, un allié, et les ressources pour riposter. Gary Hartwell était un homme puissant avec des connexions étendues dans les forces de l'ordre, la finance et la sécurité d'entreprise. Combiné à mon accès intime à la vie privée de Kevin, nous avons formé un partenariat qui pouvait détruire complètement nos ennemis. Mais en marchant vers ma voiture dans le garage, j'ai aperçu mon reflet dans les vitres teintées et j'ai fait une pause. La femme qui me regardait avait l'air différente, plus dure,
plus concentré, avec des yeux qui contenaient de la calculation plutôt que de la douleur. Je devenais quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un capable de planifier la destruction d'une autre personne avec une précision scientifique. La transformation m'effrayait et m'autonomisait à la fois. Ce soir-là, je me suis assise en face de Kevin à notre table de salle à manger, écoutant le décrire sa journée avec une attention méticuleuse à chaque mensonge et omission. Quand il a mentionné la fête d'anniversaire de Gary, suggérant que nous achetions un cadeau cher pour montrer notre appréciation, j'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes afin de me recomposer. « Tu te sens bien ?» a demandé Kevin quand je suis revenu. Sa préoccupation semblait assez sincère pour me faire douter de tout ce que je croyais savoir sur sa capacité à tromper. « Juste un mal de tête », ai-je menti avec aisance. Le même genre de tromperie facile qu'il pratiquait sur moi depuis des mois. L'acting nécessaire pour maintenir la normalité tout en planifiant sa chute était épuisant. Mais je découvrais des réserves de force que je n'avais jamais soupçonné posséder. Chaque sourire forcé devenait une arme dans mon arsenal. Chaque geste d'amour était la preuve de ma capacité à tromper aussi habilement qu'il l'avait fait avec moi. Je devenais exactement le genre de personne que je n'aurais jamais cru pouvoir être. Et je n'étais pas sûr si cela me terrifiait ou m'enchantait. La transformation s'est accélérée au cours des jours suivants. Je me suis jeté dans le rôle de l'épouse inconsciente avec un dévouement qui aurait impressionné n'importe quel professeur d'art dramatique, préparant les repas préférés de Kevin pendant que mon téléphone enregistrait ses conversations depuis le comptoir de la cuisine. Il était devenu à l'aise pour discuter d'affaires à table, sans jamais suspecter que son épouse dévouée documentait chaque référence codée à leur entreprise criminelle. Les transferts de projets signifient blanchiment d'argent. Les réunions clients sont des rendez-vous romantiques. Les évaluations trimestrielles faisaient référence à leur calendrier pour disparaître avec l'argent volé. J'ai appris leur langage comme un espion maîtrisant les communications ennemies. Chaque phrase décodée ajoutait un clou supplémentaire au cercueil professionnel. L'arrogance de Kevin atteignait de nouveaux sommets cette semaine-là. Il ramenait des cadeaux coûteux avec des excuses de plus en plus transparentes. Une écharpe en soie qui était censée être un jeton d'appréciation client. Des boucles d'oreilles en diamant qu'il prétendait être un prix de loterie de conférence. Les bijoux portaient encore les étiquettes de prix de boutique où je n'avais jamais acheté. Clairement destinés à quelqu'un avec un goût et un teint différents des miens. Jeudi soir, il a annoncé un autre voyage d'affaires avec un enthousiasme à peine dissimulé. Atlanta, a-t-il dit, sans vraiment me regarder dans les yeux. Morrison Industries veut discuter d'un contrat majeur. Gary pense que cela pourrait valoir des millions. J'ai hoché la tête de soutien tout en accédant à son email sur mon téléphone sous la table du dîner. La réservation d'hôtel était pour 2 personnes. La suite décrite comme romantique avec service de champagne et pétales de rose. Même ces mensonges ne nécessitaient plus de créativité. Combien de temps seras-tu parti, ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Juste le week-end, je reviens dimanche soir. Je l'ai embrassé au revoir vendredi matin avec des lèvres qui ressemblaient à du plastique, le regardant charger une valise qui contenait probablement de la lingerie qu'il ne m'avait jamais vu porter. Son enthousiasme était palpable. L'anticipation d'un homme se rendant à une escapade romantique avec sa maîtresse. Pendant ce temps, l'enquête médico-légale de Gary révélait la véritable ampleur de leur crime. Nous nous sommes rencontrés samedi après-midi dans un café de l'autre côté de la ville, loin de quiconque pourrait nous reconnaître comme autre chose que de simples connaissances. Les résultats préliminaires de l'audit faisaient paraître nos estimations initiales conservatrices. 2,3 millions, a dit Gary à voix basse, faisant glisser un dossier sur notre petite table. Ils font ça depuis plus de 2 ans, utilisant des méthodes de plus en plus sophistiquées pour cacher les transferts. Les experts médico-légaux avaient identifié un schéma de fournisseurs fictifs, de contrats gonflés et de fonds détournés qui peignait un tableau de vol systématique bien au-delà de ce que j'avais initialement découvert. Kevin et Denise avaient créé une économie parallèle entière au sein de l'entreprise de Gary, avec de fausses factures, des honoraires de conseil fabriqués, et des pistes papier élaborées conçues pour confondre quiconque enquêterait. Ils préparent quelque chose de gros, ai-je dit à Gary, partageant les renseignements que j'avais recueillis des conversations enregistrées de Kevin. Il a mentionné, accélérer leur calendrier, déplacer des montants plus importants dans le système avant que quelqu'un ne remarque les modèles. L'expression de Gary s'est durcie à chaque détail que je révélerai. L'homme qui avait été trahi par sa femme et son employé se transformait en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un PDG qui avait bâti un empire et ne permettrait pas qu'il soit détruit de l'intérieur. Alors nous mettons fin à cela avant qu'il ne puisse disparaître, a-t-il dit,
sa voix portant la menace tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à déjouer les rivaux commerciaux. Vendredi prochain, réunion d'urgence du conseil d'administration. Nous présenterons tout à la fois. La liaison, le détournement de fonds, les comptes offshore. J'ai hoché la tête, sentant le poids de notre conspiration s'installer autour de moi comme une armure. Dans une semaine, Kevin et Denise affronteraient les conséquences de leur crime. Mais en m'asseyant dans ce café anonyme, planifiant la destruction d'une autre personne avec une précision clinique, j'ai réalisé que j'étais devenu quelqu'un que je ne reconnaissais presque pas. La question était de savoir si je pouvais vivre avec qui je devenais. J'ai reçu ma réponse jeudi après-midi quand Emma est arrivée à ma porte sans prévenir. Son sang-froid habituel était brisé par la culpabilité et la détermination. La pluie dégoulinait de ses cheveux au burn alors qu'elle se tenait sur mon porche, serrant une enveloppe en manille et ressemblant à quelqu'un qui avait lutté contre des démons pendant des semaines. « Nous devons parler », a-t-elle dit, entrant sans attendre d'invitation. Je ne peux plus te mentir. Mon estomac s'est serré alors que je la conduisais au salon où Kevin et moi avions organisé d'innombrables réceptions où nous avions célébré des anniversaires et des fêtes, et toutes les étapes de ce que je croyais être un mariage heureux. Emma s'est assise sur le bord de notre canapé crème, l'enveloppe posée sur ses genoux comme une bombe en attente de détonation. « Je connais la liaison de Kevin depuis 3 mois, a-t-elle dit, les mots s'échappant dans un torrent. Je l'ai vu avec Denise à Romanoès en février. Je déjeunais avec mon ami d'université et les voilà à une table d'angle se tenant la main comme des adolescents. 3 mois pendant que je planifiais notre voyage d'anniversaire et que je m'inquiétais des problèmes conjugaux normaux, Emma portait ce secret dévastateur, me regardant vivre dans l'ignorance alors qu'elle savait que mon monde était bâti sur des mensonges. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La question est sortie plus vive que je ne l'avais voulu. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Biz semblait si heureux. Parce que j'espérais que je me trompais. Que peut-être ce n'était qu'une réunion d'affaires qui semblait intime vue de l'autre côté d'un restaurant, parce que j'avais peur d'être la personne qui détruisait ton mariage. Elle a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants, révélant des photographies qui m'ont glacé le sang. Kevin et Denise dans une étreinte passionnée devant un hôtel du centre-ville. Kevin l'aidant à monter dans sa voiture, sa main s'attardant sur sa taille. Denise riant de quelque chose qui lui avait murmuré à l'oreille, son visage rayonnant de la joie qui, je pensais, m'appartenait. J'ai engagé un détective privé, a avoué Emma. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je restais silencieuse, mais j'avais besoin de preuves avant de détruire ta vie avec des soupçons. Les photographies peignaient une histoire de passion sincère, pas seulement d'attirance physique, mais de connexion émotionnelle. Dans une image, Kevin écartait une mèche de cheveux du visage de Denise avec une tendresse que je reconnaissais de notre propre cour. Dans une autre, ils partageaient un dessert dans un restaurant chic, se nourrissant l'un l'autre avec l'intimité d'amants qui avait largement dépassé les rencontres occasionnelles. Il y a plus, a dit Emma, sa voix se brisant. L'enquêteur a découvert que Kevin avait eu affaire à d'autres femmes aussi. Ce n'est pas sa première liaison. Les photographies supplémentaires montraient Kevin avec des femmes que je ne reconnaissais pas. Une blonde quittant sa chambre d'hôtel, une brune le rencontrant pour boire dans divers bars à travers la ville. Le calendrier suggérait une tendance à l'infidélité remontant à des années, Denise n'étant que la plus récente et la plus dangereuse financièrement de ses conquêtes. Alors que je traitais les révélations dévastatrices d'Emma, Gary menait sa propre enquête qui révélait une vérité encore plus sinistre. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans notre café habituel, son visage sombre avec des découvertes qui faisaient paraître notre trahison personnelle presque mineure en comparaison. Cela va bien au-delà du détournement de fonds, a dit Gary, faisant glisser un épais dossier sur notre table d'angle. Mon enquêteur privé a trouvé des preuves que Kevin et Denise fournissent des informations confidentielles à mes concurrents depuis plus de 2 ans. Les documents révélaient une campagne systématique d'espionnage industriel. Les informations d'appel d'offres pour les contrats majeurs avaient été divulguées à des sociétés rivales, leur permettant de sous-coter les propositions de Gary avec une précision impossible. Les développements de technologies propriétaires avaient trouvé leur chemin vers des concurrents qui avaient devancé Hartwell Industries sur le marché avec des produits suspectement similaires. Les listes de clients et les plans stratégiques avaient été vendus aux plus offrants, expliquant pourquoi Gary avait perdu des relations commerciales à long terme avec des entreprises qui semblaient anticiper chacun de ses mouvements. Denise avait accès à tout, a continué Gary, sa voix creuse de trahison. Les minutes des réunions du conseil d'administration, les projections financières, les discussions de fusion. Je partageais tout avec elle parce qu'elle était ma femme, ma partenaire de confiance. Elle vendait nos secrets tout en dormant dans mon lit.
La liaison n'avait pas été un crime passionnel qui menait à un vol financier. C'était une opération commerciale calculée déguisée en romance, Kevin et Denise utilisant leur relation pour détruire systématiquement l'entreprise de Gary de l'intérieur. Mais la découverte la plus glaçante est venue lorsque l'enquêteur de Gary a retracé leur réseau de victimes. Kevin et Denise n'avaient pas seulement ciblé Hartwell Industries. Ils menaient des opérations similaires dans d'autres entreprises, utilisant la séduction et la manipulation pour accéder aux secrets d'entreprise et au système financier. J'ai trouvé 3 autres cas, a dit Gary, produisant des dossiers supplémentaires. D'autres cadres dont les mariages ont été détruits tandis que leurs entreprises étaient dépouillées à l'aveugle. J'ai étudié les profils des victimes avec une horreur croissante. Sarah Chin, dont le mari l'avait mystérieusement abandonnée, elle et leurs enfants, après s'être impliqués dans les opportunités d'investissement de Kevin, la laissant en faillite tandis que des millions disparaissaient sur des comptes offshore. Michael Rodriguez, dont la femme avait vidé leur épargne retraite pour financer ce qu'elle croyait être un partenariat commercial légitime avec Kevin avant de disparaître complètement. Jennifer Walsh, dont le mariage apparemment parfait avait implosé lorsque la liaison de son mari avec Denise avait été révélée, mais pas avant que leur entreprise familiale n'ait été dépouillée de ses actifs par des contrats de conseil frauduleux. Le schéma était identique dans chaque cas. Séduction, manipulation, vol financier et abandon. Kevin et Denise étaient des prédateurs qui avaient perfectionné leur méthode par la pratique, détruisant des vies avec l'efficacité d'une machine bien huilée. Ce ne sont pas des amants, ai-je réalisé la vérité se cristallisant avec une horrible clarté. Ce sont des partenaires commerciaux qui utilisent le sexe comme leur arme principale. Gary a hoché la tête d'un air sombre. La liaison n'est que leur couverture. Leur vraie relation est criminelle, pas romantique. Ce soir-là, j'ai intercepté la conversation téléphonique qui a révélé leur véritable plan. Kevin parlait dans le jardin tranquillement alors qu'il pensait que j'étais à l'étage à regarder la télévision. De ma position près de la fenêtre sombre de la cuisine, j'ai entendu chaque mot. Le calendrier doit s'accélérer, disait Kevin, Gary pose trop de questions sur le contrat Morrison. Nous devons déclencher la crise la semaine prochaine et partir avant qu'ils ne comprennent le modèle. La voix de Denise crépitait à travers le haut-parleur. Le compte de Zurich est prêt. Une fois que nous aurons transféré le lot final et exposé les divergences d'audit, Gary sera tellement occupé à essayer de sauver son entreprise qu'il ne remarquera pas que nous avons disparu. Ils ne prévoyaient pas seulement de voler plus d'argent. Ils orchestraient la destruction complète de Gary. Leur stratégie de sortie impliquait de le piéger pour leurs crimes, s'assurant qu'il serait trop occupé à se défendre contre des accusations fédérales pour les poursuivre à l'étranger. La froideur de leur planification révélait la vérité que j'avais du mal à accepter. Ils ne nous considéraient pas, moi et Gary, comme des personnes qu'ils avaient blessées par amour. Nous étions des obstacles à éliminer, des victimes dans leur guerre contre quiconque serait assez fou pour leur faire confiance. Debout dans ma cuisine sombre, écoutant mon mari planifier ma ruine financière avec sa partenaire criminelle, j'ai réalisé l'étendue complète du danger auquel nous étions confrontés. Ce n'étaient pas seulement des voleurs. C'étaient des destructeurs qui ne laissaient rien d'autre que de la dévastation sur leur passage. Le poids de cette réalisation m'a gardé éveillé cette nuit-là, fixant le plafond pendant que Kevin dormait paisiblement à mes côtés, un bras jeté sur l'espace où je me blottissais autrefois contre sa poitrine. Dans l'obscurité, je me suis retrouvé à étudier son visage endormi et à me demander quand j'avais cessé de reconnaître l'homme que j'avais épousé. Plus troublante encore était la question de savoir quand j'avais cessé de me reconnaître. À 3 heures du matin, je me suis glissé hors du lit et j'ai marché jusqu'à la salle de bain, allumant les lumières crues au plafond qui faisaient tout paraître austère et impitoyable. La femme dans le miroir semblait une étrangère, plus pointue d'une certaine manière, avec des yeux qui contenaient de la calculation plutôt que de la chaleur. Les courbes douces du contentement avaient été remplacées par une tension angulaire, comme si mes os se remodelaient autour de ma colère. Quand étais-je devenu quelqu'un capable de planifier la destruction d'une autre personne avec une précision clinique? Quand l'épouse dévouée qui avait passé 20 ans à nourrir notre relation s'était-elle transformée en quelqu'un capable de vengeance méthodique? Les mots d'Emma plus tôt cette semaine ont résonné dans mon esprit. Tu as l'air différente, Angie. Plus dure, en quelque sorte. Elle l'avait dit avec inquiétude, pas avec jugement, mais l'observation m'a blessé parce qu'elle était exacte. J'étais plus dure, plus froide, plus disposée à causer de la douleur que je ne l'aurais jamais imaginé possible. La personne qui me regardait dans le miroir était quelqu'un qui avait passé les 2 dernières semaines à documenter des preuves avec la concentration d'un expert comptable judiciaire.
Quelqu'un qui avait menti au visage de son mari tout en planifiant sa chute. Quelqu'un qui avait formé une alliance avec son patron pour assurer sa destruction complète. J'avais franchi des lignes que je n'avais jamais pensé approcher. Et la partie la plus troublante était à quel point cela avait commencé à sembler naturel. Cherchais-je la justice ou mon désir de vengeance m'avait-il transformé en quelqu'un d'aussi calculateur et impitoyable que les personnes qui m'avaient trahi? Mon téléphone a vibré avec un SMS de Gary. Retrouve-moi demain au même endroit. Nouvelles évolutions à connaître. L'après-midi suivant, l'attitude contrôlée habituelle de Gary avait été remplacée par quelque chose de plus sombre et de plus dangereux. Il avait commandé son café noir au lieu de son café habituel avec crème et sucre. Un petit changement qui, d'une manière ou d'une autre, faisait de lui une personne différente. J'ai réfléchi à leur punition, a-t-il dit sans préambule, sa voix portant une pointe que je n'avais jamais entendue auparavant. La prison ne suffit pas. Ils doivent être complètement détruits, publiquement, si complètement qu'ils ne se relèveront jamais. Gary a esquissé des stratégies qui allaient bien au-delà des poursuites judiciaires. Il voulait impliquer des journalistes people pour assurer une humiliation publique maximale. Manipuler les procédures judiciaires pour garantir les peines de prison les plus longues possibles, utiliser ses vastes connexions d'entreprise pour assurer que Kevin et Denise seraient sans emploi même après avoir purgé leur peine. Nous pourrions divulguer les détails de la liaison à la presse commerciale, a-t-il suggéré, les yeux brillants d'une planification malveillante. Des cadres d'entreprise volant dans leur entreprise pour financer une liaison. L'histoire deviendrait virale. Il serait infâme. La manière méthodique dont ils planifiaient leur destruction révélait un côté de Gary que je n'avais jamais soupçonné. Ce n'était pas la figure paternelle qui avait encadré la carrière de Kevin, ni le mari aimant qui avait toujours traité Denise avec une douce affection. C'était quelqu'un qui avait bâti un empire commercial en déjouant les concurrents impitoyables. Quelqu'un capable d'écraser ses ennemis avec une précision systématique. Vous appréciez ça, ai-je dit, reconnaissant quelque chose dans son expression qui correspondait à ma propre satisfaction sombre à planifier la chute de Kevin. Le sourire de Gary était glacial comme l'hiver. Ils l'ont rendu personnel quand ils ont décidé de détruire mon travail. Maintenant, je vais m'assurer qu'ils le paient jusqu'au jour de leur mort. Sa transformation de mari trahi en prédateur calculateur aurait dû m'effrayer. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment dérangeant de parenté. Nous avions tous deux été trahis par des gens en qui nous avions eu une confiance totale, et nous avions tous deux découvert une capacité de vengeance qui nous avait surpris. Mais le coup de la poursuite de notre conspiration devenait impossible à ignorer. Je me suis retrouvé distante de mes amis qui appelaient avec des invitations innocentes, paranoïaque quant à savoir qui d'autre pourrait me cacher des secrets. Quand mon amie d'université Lisa a appelé pour prendre des nouvelles, je me suis retrouvé à analyser chaque mot à la recherche de sens cachés, me demandant si elle savait quelque chose sur les liaisons de Kevin avant moi. Ma relation avec ma mère a souffert le plus dramatiquement. Lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires, ces 12 questions sur le travail de Kevin et nos projets de mariage me semblaient des interrogatoires auxquels je ne pouvais pas répondre. Honnêtement, quand elle a mentionné à quel point j'avais semblé heureuse à Noël, à quel point j'avais paru radieuse dansant avec Kevin au mariage d'Emma, j'ai craqué avec une cruauté inhabituelle. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Maman, parfois les mariages les plus heureux sont les plus gros mensonges. La douleur dans sa voix quand elle a demandé ce qui n'allait pas m'a fait me haïr. Mais je ne pouvais pas expliquer sans révéler toute la vérité dévastatrice. Alors, je me suis retiré davantage dans l'isolement, me coupant du système de soutien dont j'aurais besoin lorsque le monde de Kevin s'effondrerait finalement. La trahison la plus profonde est venue lorsque j'ai découvert ce que Kevin avait fait à nos finances personnelles. En examinant nos comptes conjoints avec la même approche méthodique que j'avais appliquée à ses crimes d'entreprise, j'ai trouvé des preuves qu'il pillait systématiquement notre mariage depuis des mois. Notre épargne retraite, 30 ans de planification rigoureuse et d'investissement discipliné, avait été transférée sur des comptes auxquels je ne pouvais pas accéder sans sa signature. Le fonds d'urgence que nous avions constitué pour faire face aux crises imprévues avait disparu dans des investissements que je ne comprenais pas. Même l'héritage de mon père, l'argent qui était censé assurer mon avenir, avait été transféré dans des holdings offshore qui n'existaient que sur papier. Kevin ne volait pas seulement l'entreprise de Gary. Il se préparait à me laisser financièrement ruiner, s'assurant que je n'aurais rien pendant qu'il disparaîtrait avec Denise pour vivre comme des rois avec leur fortune volée. La cruauté calculée de sa planification était à couper le souffle. Pendant que je m'inquiétais de notre mariage, il démantelait systématiquement ma sécurité financière.
Pendant que je lui préparais ses déjeuners et soutenais sa carrière, il transférait mon héritage sur des comptes que je ne pourrais jamais toucher. Ce n'était pas une passion qui surpassait le jugement. C'était une destruction préméditée de tout ce pour quoi j'avais travaillé, planifié avec la même précision méthodique que j'utilisais maintenant contre lui. Assise dans le bureau de notre maison, entourée de preuves de ses abus financiers, j'ai senti les derniers vestiges de sympathie pour Kevin s'évaporer comme le givre matinal. L'homme que j'avais aimé n'avait jamais vraiment existé. À sa place se trouvait un prédateur qui avait systématiquement détruit ma vie pendant que je l'aidais à le faire. J'ai appelé Gary immédiatement, ma voix stable avec une résolution nouvelle. J'ai trouvé plus de preuves, ai-je dit, et je suis prête à y mettre fin complètement. La voix de Gary au téléphone portait une satisfaction qui correspondait à ma propre détermination sombre. Bien. Retrouve-moi au bureau demain matin. Nous devons coordonner la phase finale. Les 48 heures suivantes se sont déroulées dans un brouillard de préparation technique qui me donnait l'impression de jouer dans un thriller d'espionnage d'entreprise. Gary m'a fourni du matériel de surveillance qui semblait incroyablement sophistiqué pour une entreprise légitime. Des appareils d'enregistrement plus petits $0,25, des logiciels capables d'accéder à distance au système téléphonique, des caméras déguisées en objets du quotidien. Où as-tu trouvé tout ça, ai-je demandé, en examinant un appareil d'enregistrement qui ressemblait à un stylo. Le sourire de Gary était énigmatique. 30 ans dans les affaires vous apprennent à vous préparer à toutes sortes de trahisons. Je planifie quelque chose comme ça depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Sa réponse a soulevé des questions auxquelles je n'étais pas sûr de vouloir répondre, mais j'étais trop profondément dans notre conspiration pour remettre en question ses méthodes maintenant. L'installation du logiciel d'enregistrement sur le téléphone de Kevin a nécessité d'attendre l'une de ses marathons sous la douche. Je me suis glissé dans notre chambre pendant qu'il chantait faux derrière la vitre dépolie. Mes mains étaient stables alors que je connectais son appareil à l'ordinateur portable que Gary m'avait fourni. Le logiciel s'est installé en moins de 3 minutes, créant un pont numérique qui transmettrait chaque appel directement à un serveur sécurisé que Gary contrôlait. Terminé, j'ai envoyé un SMS à Gary en utilisant l'application de messagerie cryptée qu'il avait insisté pour que nous utilisions pour toutes les communications. Parfait. La phase 2 commence ce soir. Ce soir-là, Gary a organisé ce qui semblait être un dîner élégant pour célébrer le 3e trimestre réussi de Hartwell Industries. L'invitation avait été envoyée au personnel dirigeant de l'entreprise et à leurs conjoints, une tradition que Gary avait maintenue pendant des années. Kevin était impatient d'y assister, le considérant comme une autre occasion de renforcer sa position au sein de la hiérarchie de l'entreprise. Si seulement il avait su qu'il entrait dans un piège. La maison de Gary reflétait son succès et son goût, une élégance discrète avec des œuvres d'art et des meubles de qualité muséale qui murmuraient plutôt que de crier sa richesse. Des verres en cristal captaient la lumière des lustres anciens tandis que les conversations se déroulaient autour de plats soigneusement préparés. Pour n'importe quel observateur extérieur, c'était un rassemblement social d'entreprise parfait. Mais 3 des personnes à cette table savaient qu'il s'agissait en réalité d'une opération secrète élaborée. J'ai regardé Kevin et Denise jouer leur charade d'accointance décontractée avec la fascination de quelqu'un qui étudie des animaux dangereux en captivité. Ils étaient des acteurs magistraux, maintenant une distance appropriée tout en communiquant par un système complexe de regards et de gestes subtils. Quand Kevin a complimenté la robe de Denise, son ton est resté professionnellement approprié, mais ses yeux se sont attardés juste assez longtemps pour suggérer une appréciation qui dépassait la politesse. Denise a répondu avec une compétence égale, le remerciant avec un sourire qui semblait reconnaissant plutôt qu'intime. Mais sous la table, j'ai vu son pied trouver le sien, leur connexion secrète se produisant à quelques centimètres de là où Gary et moi étions assis, feignant l'insouciance. Angela a été une si chère amie, a dit Denise pendant le plat principal, sa voix chaude d'une affection fabriquée. Nous devons vraiment organiser ce déjeuner dont nous avons discuté. L'audace de maintenir notre amitié tout en détruisant activement ma vie était stupéfiante. Elle a complimenté mes boucles d'oreilles, les mêmes saphirs vintage qu'elle avait admirés à la retraite du Lécouse tout en planifiant ma ruine financière. Sa performance était si convaincante que j'ai failli remettre en question mes propres preuves, me demandant si j'avais mal interprété l'ampleur de leur trahison. Mais ensuite, elle a fait une erreur. Lorsque Kevin a mentionné son prochain voyage d'affaires à Charleston, les yeux de Denise se sont illuminés d'un intérêt qui a duré une fraction de seconde trop longtemps avant qu'elle ne se reprenne. Les voyages d'affaires peuvent être si épuisants, a-t-elle dit, mais son-on suggérait le contraire. Gary l'a aussi remarqué. À travers la table,
ses yeux ont rencontré les miens avec un regard qui a confirmé que nous venions d'assister à leur liaison se dérouler juste devant nous. Après le dîner, alors que nous nous rassemblions dans le salon de Gary pour un dernier verre, la confiance de Kevin a atteint de nouveaux sommets d'arrogance dangereuse. Il avait toujours été charmant lors des réceptions sociales, mais ce soir, il semblait presque ivre de son propre succès perçu dans la tromperie. « Gary, tu as bâti quelque chose d'extraordinaire ici », a dit Kevin, faisant un geste autour de la pièce élégante avec une fierté possessive. « Cette entreprise, ce style de vie, c'est tout ce à quoi j'aspire à atteindre. » L'ironie était dévastatrice. Kevin complimentait l'empire qu'il détruisait systématiquement, exprimant son admiration pour le succès qu'il volait. Le sourire de Gary en réponse était parfaitement contrôlé. Mais le succès demande de la loyauté, a continué Gary en douceur. J'ai toujours valorisé les employés qui comprennent que la confiance est le fondement de tout ce que nous construisons. Kevin a hoché la tête sérieusement, apparemment insensible à la nature pointue du commentaire de Gary. Absolument. La loyauté et l'intégrité sont tout en affaires. Denise a acquiescé avec enthousiasme, levant son verre de vin pour trinquer aux partenariats honnêtes. Le tintement du cristal ressemblait à des cloches funèbres pour leur entreprise criminelle. Au moment où nous avons quitté la maison de Gary ce soir-là, Kevin flottait presque de satisfaction. Il avait passé la soirée en compagnie de ses victimes, discutant de loyauté et d'intégrité tout en planifiant de les dépouiller, complètement inconscient que chaque mot qu'il prononçait avait été enregistré par des appareils cachés dans toute la maison de Gary. « Super soirée », a dit Kevin en rentrant chez nous dans les rues vides. Gary semblait particulièrement détendu ce soir. Je pense qu'il commence enfin à me faire entièrement confiance. J'ai réussi une réponse appropriée tandis que mon esprit parcourait les implications de ce que nous venions de témoigner. L'arrogance de Kevin avait atteint des niveaux qui rendraient sa chute encore plus satisfaisante. Ils étaient devenus tellement à l'aise avec leur tromperie qu'ils avaient arrêté d'être prudents, arrêté de considérer la possibilité que leurs victimes se défendent. Le lundi suivant, Gary a envoyé un email qui a fait battre mon cœur d'anticipation. Réunion d'urgence du conseil d'administration prévue vendredi à 14 h pour aborder des irrégularités financières nécessitant une attention immédiate. Le langage vague était délibéré, conçu pour éviter de déclencher des soupçons tout en s'assurant que toutes les parties nécessaires seraient présentes. Gary avait coordonné avec les forces de l'ordre pour s'assurer que Kevin et Denise puissent être arrêtés immédiatement après leur licenciement, les empêchant de fuir ou de détruire les preuves restantes. J'ai passé la semaine à préparer mes supports de présentation avec la précision méthodique d'un procureur construisant un dossier pour le procès du siècle. Les conversations téléphoniques enregistrées, les preuves photographiques de leurs réunions, les documents financiers retraçant leur détournement de fonds, tout a été organisé pour un impact dramatique maximal. Jeudi soir, je suis resté éveillé fixant le plafond, l'anticipation et la terreur se disputant dans ma poitrine. Demain, Kevin entrera dans cette salle de conseil, s'attendant à une autre réunion d'entreprise de routine. Au lieu de cela, il fera face à la destruction complète de tout ce qu'il avait volé et construit par la tromperie. La femme qui avait répondu à cet appel erroné il y a 3 semaines n'aurait jamais imaginé être capable d'orchestrer l'annihilation professionnelle et personnelle de quelqu'un. Mais cette femme n'existait plus. Le vendredi matin est arrivé avec le poids de l'inévitabilité. Je me suis habillé dans mon tailleur le plus professionnel, gris anthracite avec un chemisier en soie qui imposait le respect, et me suis maquillé avec la précision de quelqu'un se préparant à la guerre. La femme dans le miroir de ma salle de bain semblait appartenir à une salle de conseil, comme si elle avait passé des années à se préparer à ce moment plutôt qu'à y trébucher par un appel téléphonique mal acheminé. Kevin est parti au travail avec son baiser d'au revoir habituel, complètement inconscient qu'il entrait dans la réunion la plus importante de sa vie. Il avait été particulièrement joyeux toute la semaine, mentionnant la réunion d'urgence du conseil avec une confiance désinvolte. Probablement juste des projections trimestrielles, avait-il dit au petit déjeuner. Gary aime tenir tout le monde en haleine avec ses sessions surprises. Je suis arrivé chez Hartwell Industries 30 minutes en avance, prenant l'ascenseur jusqu'au 20e étage où la salle du conseil exécutif offrait des vues panoramiques sur la ville à laquelle Kevin perdrait bientôt l'accès pour toujours. Les auditeurs médico-légaux avaient travaillé toute la nuit pour préparer la documentation finale, leurs conclusions organisées en une présentation qui éliminerait toute possibilité de déni ou de déviation. Gary se tenait en tête de la table de conférence polie, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume bleu marine sur mesure pour projeter l'autorité et le contrôle. Il ressemblait à un homme sur le point de rendre justice plutôt que des nouvelles dévastatrices, sa tristesse antérieure remplacée par quelque chose de bien plus dangereux.
Merci à tous d'avoir accepté cette session d'urgence, a commencé Gary alors que les membres du conseil prenaient place. Kevin est entré avec sa confiance habituelle, serrant des mains et échangeant des plaisanteries avec des collègues qui n'avaient aucune idée qu'ils allaient assister à son exécution professionnelle. Son sourire confiant a légèrement vacillé lorsqu'il m'a aperçu assise au fond de la pièce, mais il s'est rapidement repris, offrant un petit signe de tête qui suggérait une légère confusion plutôt qu'une alarme. Après tout, pourquoi la présence de sa femme à une réunion d'entreprise déclencherait-elle une suspicion? Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder une question de vol, de fraude et de manquement à nos obligations fiduciaires qui touchent au cœur même de cette organisation, a annoncé Gary. Sa voix portait l'autorité d'un homme qui avait bâti un empire et ne permettrait pas qu'il soit détruit de l'intérieur. L'immense écran derrière Gary s'est illuminé de données financières qui ont fait halter audiblement plusieurs membres du conseil. Des feuilles de calcul détaillaient chaque transaction frauduleuse que Kevin et Denise avaient orchestrée, leur vol cartographié avec une précision médico-légale sur 18 mois de détournement systématique. 2,3 millions, a continué Gary, sa voix stable malgré l'ampleur de la révélation, volée par un réseau élaboré de sociétés fictives, d'honoraires de conseils fictifs et de transferts non autorisés vers des comptes offshore. Le visage de Kevin a subi une transformation fascinante. La confusion cédant la place à la reconnaissance. La reconnaissance se transformant en peur. La peur se cristallisant en calcul désespéré. Je l'ai regardé réaliser que ces crimes financiers soigneusement construits avaient été complètement exposés, que ces traces numériques avaient mené les enquêteurs directement à ces comptes secrets. Les membres du conseil qui faisaient confiance implicitement à Kevin ont réagi avec une colère et une trahison visible. Robert Chin, qui avait encadré Kevin pendant ses premières années, semblait physiquement malade. Maria Santos, qui avait approuvé la dernière promotion de Kevin, secouait la tête avec dégoût. L'homme qu'ils avaient considéré comme une étoile montante du leadership d'entreprise, était révélé comme un vulgaire voleur. Le délinquant utilisait sa position de confiance pour autoriser des paiements à des sociétés qui n'existent que sur papier, a expliqué Gary, soulignant des transactions spécifiques sur l'écran. Ces fonds étaient ensuite blanchis par plusieurs comptes avant d'atteindre leur destination finale, des banques offshore dans des territoires non extradables. Je me suis levé lentement, sentant tous les yeux dans la pièce se tourner vers moi alors que je marchais vers l'avant de la salle de conseil. Mes talons claquaient sur le sol en marbre avec un rythme qui correspondait à mon battement de cœur régulier. La nervosité que je m'attendais à ressentir était absente, remplacée par une détermination calme qui m'a surprise. Les preuves financières sont convaincantes, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la pièce silencieuse. Mais elles ne racontent pas toute l'histoire de la façon dont nous avons découvert cette conspiration. J'ai posé mon téléphone sur la table de conférence polie et j'ai regardé directement Kevin. Son visage était passé de pâle à gris, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation agressive de la pièce. Il y a 3 semaines, j'ai répondu au téléphone de Kevin, pensant que c'était un appel professionnel. Au lieu de cela, j'ai entendu ceci. J'ai appuyé sur Play. La voix de Denise a rempli l'élégante salle de conseil avec une clarté intime qui a rendu le cadre corporatif soudainement obscène. Tu as encore laissé tes sous-vêtements ici. Les halètements ont été immédiats et viscéraux, une inspiration collective de 12 professionnels choqués qui ne s'attendaient jamais à entendre des confessions aussi intimes pendant une réunion d'affaires. Plusieurs membres du conseil se sont déplacés inconfortablement sur leurs chaises en cuir, ne sachant où diriger leurs yeux alors que les confessions passionnées d'une femme mariée résonnaient contre les murs en acajou. Je ne peux pas arrêter de penser à toi, a continué la voix de Denise, son gloussement particulièrement dévastateur dans l'environnement corporatif stérile. Kevin ouvrit la bouche et la referma sans voix, son éloquence habituelle complètement abandonnée alors qu'il regardait sa vie secrète diffusée à ses collègues professionnels. L'exécutif confiant qui était entré dans cette pièce avait été remplacé par un animal acculé sans issue de secours. La nuit dernière était inoubliable, a conclu l'enregistrement, suivi de ce dernier gloussement accablant qui avait hanté mes cauchemars pendant des semaines. Le silence qui a suivi était profond. La voix de Gary, quand il a finalement parlé, portait la menace tranquille d'un homme trahi par les 2 personnes en qui il avait le plus confiance. C'est la voix de ma femme, a-t-il dit, chaque mot tombant comme une pierre dans de l'eau calme. Parlant à mon employé de leur liaison. Et comme le démontrent les preuves financières, ils ne trompaient pas seulement leur mariage. Ils volaient systématiquement dans cette entreprise pour financer leur relation. Kevin a finalement trouvé sa voie, mais ce qui est sorti était désespéré et peu convaincant. Tout ceci est un malentendu. Je peux tout expliquer. Denise et moi, nous travaillons ensemble pour exposer les irrégularités financières du système.
Les comptes offshore étaient dès lors conçus pour attraper les vrais voleurs. Son explication était si manifestement fabriquée que plusieurs membres du conseil ont réellement ri. L'homme qui avait autrefois commandé le respect par son intelligence et sa réflexion stratégique bafouillait maintenant comme un enfant attrapé avec des bonbons volés. Les preuves montrent un vol continu jusqu'à la semaine dernière, a répliqué Gary en douceur. Y compris votre réservation pour 2 personnes dans un complexe hôtelier de Charleston ce week-end. Votre femme avait-elle l'intention de rejoindre cette enquête commerciale? Le visage de Kevin s'est effondré alors qu'il réalisait que même ses derniers mensonges avaient été exposés. Le vote pour mettre fin à son emploi a été rapide et unanime. 12 mains se sont levées sans hésitation, scellant le destin professionnel de Kevin en moins de 30 secondes. Mais Gary avait gardé son coup de maître pour la fin. Ce conseil a maintenant un poste vacant, a annoncé Gary, ses yeux ne quittant jamais le visage dévasté de Kevin. Un poste nécessitant une intégrité absolue, une loyauté indéfectible et la réflexion stratégique nécessaire pour protéger cette entreprise des menaces futures. Il s'est tourné vers moi avec quelque chose qui aurait pu être un sourire s'il avait contenu de la chaleur. Je nominais Angela Mitchell au poste de vice-présidente des opérations stratégiques. Le second vote a été tout aussi rapide et unanime. Alors que je signais mon contrat de travail avec des mains qui avaient appris à ne pas trembler, des agents fédéraux sont entrés dans la salle de conseil pour arrêter Kevin. La justice poétique de prendre sa place à la table où il avait planifié la destruction de Gary a créé un moment de symétrie parfaite et terrible. Le dernier regard de Kevin alors que la sécurité le conduisait n'était pas de la défaite. C'était une promesse. Ce regard m'a hanté alors que je traversais le hall de marbre de Hartwell Industries 3 heures plus tard. Ma nouvelle carte d'accès d'entreprise donnant accès aux ascenseurs et aux étages qui avait été le domaine de Kevin juste ce matin. Le bâtiment semblait différent maintenant, non pas parce que l'architecture avait changé, mais parce que ma position en son sein avait fondamentalement changé. Je n'étais plus l'épouse de soutien visitant le lieu de travail de son mari. J'étais une dirigeante avec mon propre bureau d'angle, ma propre place de parking, ma propre secrétaire. La vue depuis l'ancien bureau de Kevin était spectaculaire. 20 étages au-dessus de la ville, des fenêtres du sol au plafond, la sorte de panorama qui était censé symboliser le succès et l'accomplissement. Je me suis assise dans sa chaise de bureau ergonomique en cuir, encore chaude de sa chaleur corporelle il y a quelques heures, et j'ai essayé de ressentir la satisfaction que j'avais imaginé que ce moment apporterait. Au lieu de cela, je me sentais vide. Les équipes de télévision se sont rassemblées devant le bâtiment vers 16 heures, leurs paraboles s'étendant comme des fleurs métalliques cherchant le scandale. L'arrestation de Kevin avait déjà fuité dans les médias locaux, et le soir venu, l'histoire dominerait la couverture des nouvelles économiques. Exécutif de Hartwell Industries arrêté pour détournement de fonds et espionnage industriel, défilait sur les écrans dans toute la ville. La photo professionnelle de Kevin s'affichait à côté d'images de lui emmené menotté. L'arrestation de Denise 1 heure plus tard a fourni un spectacle supplémentaire. Gary avait chronométré cela parfaitement, s'assurant qu'elle était dans le bâtiment Hartwell lorsque les agents fédéraux sont arrivés. La femme qui m'avait manipulé avec une fausse amitié était menottée dans le même hall où elle avait assisté aux fêtes de l'entreprise en tant qu'épouse respectée du patron. Les employés qui lui accordaient leur confiance regardaient sa chute avec la fascination réservée au spectacle des puissants qui tombent. Les conséquences juridiques se sont déroulées avec une efficacité satisfaisante. Des accusations fédérales de détournement de fonds, de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de conspiration ont assuré que Kevin et Denise feraient face à des décennies de prison. Les procédures de confiscation civile ont immédiatement gelé leurs comptes offshore, leurs voitures de luxe et la propriété de Charleston qu'ils avaient achetée avec des fonds volés. La machinerie judiciaire qui avait semblé si abstraite lors de notre planification est devenue dévastatrice pendant qu'elle broyait leur vie en poussière. Mais en regardant l'exécution professionnelle de Kevin aux informations du soir, je n'ai ressenti aucune de la satisfaction que j'avais imaginée de sa chute complète. Sa photo matricule apparaissait à côté d'animateurs discutant de l'affaire avec des expressions sérieuses. Son visage familier transformé en ce genre de photo de criminel qui entrait à jamais les recherches sur Internet. C'était l'homme que j'avais aimé pendant 20 ans, réduit à un compte d'avertissement sur la criminalité d'entreprise et la trahison conjugale. Ma première semaine en tant que vice-présidente des opérations stratégiques s'est déroulée dans un brouillard surréaliste de félicitations et de murmures inquiets. Les collègues qui me traitaient comme une décoration pendant des années cherchaient soudainement mon avis sur les décisions importantes. Patricia, qui avait été l'assistante de Gary, me rendait maintenant compte avec une déférence professionnelle qui semblait à la fois gratifiante et imméritée. Madame Mitchell,
a-t-elle dit lors de mon deuxième jour, sa voix soigneusement neutre. Le comte Peterson a besoin de votre approbation pour les modifications du contrat. Madame Mitchell, pas Angela, pas la femme de Kevin, mais Madame Mitchell, une personne ayant une autorité et une influence indépendante de toute relation avec un homme. La transformation aurait dû sembler habilitante, mais au lieu de cela, elle m'a rappelé que ma nouvelle identité avait été construite sur les ruines de ma vieille vie. Emma m'a rendu visite dans mon nouveau bureau la semaine suivante, son expression soigneusement contrôlée alors qu'elle examinait les symboles de mon ascension professionnelle. Le bureau en acajou, les œuvres d'art originales, la machine à café coûteuse qui venait avec les privilèges de cadre. Tout cela l'impressionnait et l'inquiétait à parts égales. « Tu as obtenu tout ce que tu voulais ?» a-t-elle dit. Mais son ton suggérait qu'elle n'était pas entièrement certaine que ce soit un développement positif. Ai-je demandé, faisant un geste vers les fenêtres du sol au plafond qui mettait en valeur mon statut élevé. Ou suis-je simplement devenu quelqu'un que je n'avais jamais eu l'intention d'être? L'inquiétude d'Emma était justifiée. Le succès bâti sur la vengeance portait un poids que la réussite légitime n'aurait jamais. Chaque contrat que je signais, chaque décision que je prenais, chaque moment de respect que je commandais semblait entaché par la connaissance que j'avais acquis ma position par la destruction plutôt que par le mérite. Les conséquences sociales se sont avérées tout aussi complexes. Les amis qui avaient connu Kevin et moi en couple luttaient pour choisir leur camp, certains admirant ma force à exposer ses crimes, tandis que d'autres murmuraient sur ma poursuite impitoyable de la justice. Les invitations à dîner se sont taries car les gens luttaient pour savoir comment inclure la femme qui a détruit la vie de son mari, même s'il le méritait. 6 mois après l'arrestation de Kevin, je me suis assise dans mon bureau d'angle, regardant sa condamnation diffusée en direct sur la Financial News Channel. 15 ans de prison fédérale, suivi d'une libération surveillée à vie et de paiement de restitution qui lui assurerait de ne jamais retrouver la stabilité financière. Les paroles du juge portaient le poids de la justice absolue, mais je ne ressentais aucune de la satisfaction que j'avais imaginée de sa chute complète. Denise a reçu 12 ans, sa peine légèrement réduite grâce à sa coopération avec les autorités enquêtant sur leur réseau d'autres victimes. Elle semblait plus petite dans sa combinaison orange, son élégance habituelle remplacée par l'anonymat institutionnel. La femme qui m'avait manipulé avec une fausse amitié avait été réduite à un numéro de prisonnier et à un compte d'avertissement. Mais la victoire semblait de plus en plus creuse au fil des mois. Mon mariage était terminé. Ma confiance envers les autres était définitivement endommagée. Ma capacité à nouer des liens authentiques était compromise par la personne calculatrice que j'étais devenue. L'exécutif qui signait des contrats à plusieurs millions de dollars ressemblait à un étranger portant mon visage. Réussi mais fondamentalement isolé. Les visites d'Emma sont devenues moins fréquentes. Nos conversations tendues par son inconfort face à ma transformation. « Tu as obtenu justice ?» a-t-elle dit lors de notre dernier déjeuner. Mais à quel prix? La réponse à cette question devenait plus claire chaque jour. J'avais gagné du pouvoir, du respect et une sécurité financière tout en perdant la capacité de faire confiance, d'aimer, de me connecter aux autres sans me demander leurs arrière-pensées cachées. La femme qui avait répondu à cet appel erroné était naïve mais capable de bonheur authentique. L'exécutif qui l'avait remplacé était prospère, mais fondamentalement seul. Alors que je me préparais à quitter le bureau à l'anniversaire de cet appel téléphonique qui a tout changé, le téléphone de mon bureau a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avec l'autorité confiante que j'avais développée au cours de la dernière année. Angela Mitchell, a répondu une voix masculine, polie mais portant une menace indéniable. Kevin dit bonjour. Il sera éligible à la libération conditionnelle dans 8 ans. Nous vous contacterons. La ligne est morte avant que je puisse répondre, me laissant fixer le téléphone avec la même angoisse froide que j'avais ressentie exactement 1 an auparavant. Le message a clairement indiqué que le réseau d'associés criminels de Kevin restait actif, que ma sécurité nouvellement acquise pourrait être temporaire, que la vengeance avait créé des cycles de représailles qui ne finiraient jamais vraiment. Je me suis assise dans mon bureau d'angle entouré des symboles de ma victoire et j'ai réalisé que l'appel téléphonique qui avait détruit mon mariage pourrait n'avoir été que le début d'une guerre qui définirait le reste de ma vie. Certains prix sont trop élevés à payer, même pour une vengeance parfaite. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine, cliquez sur ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Angela a joué cet enregistrement dans la salle de conseil, regardant le visage de Kevin s'effondrer en temps réel. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci.